toutes et tous, je suis Vincent Gibert, je suis conseiller départemental de la Haute-Garonne, élu en charge du programme d'action de lutte contre toutes les formes de discrimination qui s'appelle les Chemins de la République. Depuis 2015, sous l'autorité du président Georges Méric, nous faisons un constat, celui d'une République fragmentée, d'une République attaquée, d'une République fragilisée. Aujourd'hui, face à cela, il est temps de retisser des liens entre les individus. Il est temps de résoudre les fractures. Il est temps de lutter contre toutes les formes de discrimination qui touchent aujourd'hui encore de trop nombreux individus. Sur le territoire de la Haute-Garonne, de très nombreux acteurs associatifs sont engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous les accompagnons, nous les soutenons, nous valorisons leur action, mais malheureusement, cela ne suffit pas. La voix de notre institution est aussi une voix importante. En tant qu'autorité publique, nous devons réaffirmer que les expressions de discrimination ne sont pas une opinion, mais sont un délit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs engagés sur ces questions, de travailler. C'est pourquoi nous vous proposons ce temps de réflexion, ce temps de débat auquel vous allez participer. L'objectif, c'est que demain, plus un citoyen, plus une citoyenne haut-garonnais, haut-garonnaise ne soit victime d'une discrimination. Si après ce moment, vous souhaitez en savoir plus, si après ce moment, vous souhaitez vous engager à nos côtés, je vous invite à visiter le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne, à la rubrique Chemin de la République, pour connaître toutes nos actions et tous les événements à venir. Bonjour, bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la sortie imminente en national d'un documentaire intitulé La Première Marche. La Première Marche, c'est la première marche des fiertés organisée en banlieue parisienne, sur la ville de Saint-Denis, dans le 93. Pour en discuter avec nous, Hakim Atoui, qui est co-réalisateur du film. Donc, Hakim, tu es presque toulousain, puisque tu as fait tes études à Toulouse. La vie t'a ensuite amené, après des études de commerce en région parisienne. Tu as travaillé dans la production de courts-métrages, et La Première Marche est ton premier documentaire, c'est bien ça? Complètement. Première réalisation documentaire, oui. Voilà, donc co-réalisateur, ça veut dire deux. Le second, c'est Baptiste Etchegaray, qui n'est pas du tout toulousain, puisque c'est un Parisien pur jus, qui a une formation sciences politiques et qui est surtout un journaliste passionné de cinéma et qui a travaillé autour d'émissions consacrées au 7e art, sur Arte, sur Canal+, je dois en oublier beaucoup. Voilà, et La Première Marche, c'est également ton premier documentaire, c'est ça? Absolument, un premier documentaire et première réalisation à deux. Voilà, à quatre mains. Voilà, et on va en parler assez largement dans les minutes qui vont suivre. Je vais continuer en présentant, si nécessaire, Anne-Catherine Mézure, coordinatrice des Images Homo. Elle arbore très fièrement le magnifique t-shirt avec le logo des Images Homo. Les Images Homo, tu nous expliques ce que c'est, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, c'est un festival de cinéma de LGBT sur Toulouse qui existe depuis 2007. Et qui au départ est né d'une autre association qui était Arc-en-Ciel et qui petit à petit donc a pris son indépendance et qui grossit et qui maintenant fait de nombreux partenariats. Et notre mission, c'est de donner de la visibilité donc au cinéma déjà LGBT et aux personnes LGBT dans le cinéma. Et voilà, on y croit et on le fait. Voilà, et plutôt bien. Visibilité plus que nécessaire. Une autre forme de visibilité, c'est celle évidemment des marches de fierté. On va y revenir, et notamment avec Jérémy Perrard, directeur de Pride de Toulouse, organisateur chevronné de marches des fiertés. Un petit mot sur Pride Toulouse. Déjà merci de nous recevoir. Pride Toulouse, si on doit de nouveau encore présenter la structure, on est une asso et un collectif associatif
qui existe depuis 2016 dans sa forme actuelle, mais pour autant, avant, on existait depuis plusieurs années au travers d'une asso que Anne-Catherine a aussi cité tout à l'heure, qui est Arc-en-Ciel Toulouse Occitanie. On était une commission de cette structure qui existe toujours, et on a pris nous aussi également notre indépendance parce que l'événement a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, c'est ce collectif qui organise la Marche des Fiertés. C'était donc cette année, on en reparlera, la 26e édition prévue, et en parallèle pour Toulouse, hein, et en parallèle, on organise un festival régional qui s'appelle le Festival des Diversités pendant 2 mois sur 10 départements. Voilà, et on aura l'occasion de revenir dessus d'ici la fin de cet entretien. Alors, à ce stade, un préalable me semble nécessaire. On parle de Marche des Fiertés. Jérémy et Anne, Catherine, et puis bien sûr Hakim et Baptiste, si vous le souhaitez. Quelle est l'origine de la Marche des Fiertés? La Marche des Fiertés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça correspond et qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est une bonne question, parce que Marche des Fiertés, dans la typologie, le terme qu'on utilise, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi ça fait référence. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'événement au travers d'un autre nom, alors qu'on appelle Pride, ou même encore Gay Pride ou Gay Lesbian Pride. Ça fait plusieurs années qu'elle existe, puisque l'année dernière, on fêtait les 50 ans donc des émeutes de Stonewall. C'était le point, en tout cas, de démarrage de ces mouvements qui ont pris beaucoup d'ampleur, qui sont nés au départ à New York, suite à la répression policière d'une partie de la communauté, donc communauté racisée, communauté LGBT, alors qu'on appelait au départ à l'époque gay, lesbiennes, trans, qui étaient réprimés à l'époque en raison de leur orientation et identité de genre, et qu'au fur et à mesure de ces répressions, il y a eu en fait un ras-le-bol, donc un stop qui a été fait parce qu'il y avait un énième débarquement de la police pour réprimer. Donc on a décidé de stopper. Il y a eu donc des combats. Je parle du terme-là, combat, parce que c'était quand même assez violent à cette époque-là, qui ont ensuite donné naissance quelques jours après à des premières marches dans les rues pour demander un vrai changement des mentalités, mais surtout une prise en compte de cette population en termes de droits et de liberté. Et à la suite de ça, l'année suivante, donc, il y a eu la première marche officielle qui s'est faite à New York, qui a donné ensuite naissance au travers de toute la planète à des mouvements similaires pour revendiquer, vraiment revendiquer l'existence des mêmes droits, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre orientation. Et ces marches des fiertés aujourd'hui, c'est dans différents pays. La seule chose qu'on doit rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de pays où l'autorisation de manifester, elle est interdite. On a encore beaucoup de pays qui discriminent, qui interdisent en tout cas le fait d'être homosexuel, qui pénalisent l'homosexualité. Et on pense forcément chaque année, lorsqu'on fait nos marches des fiertés, à tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas marcher comme nous pouvons le faire aujourd'hui pour maintenir nos droits et acquérir les droits. Anne-Catherine, un complément sur Stonewall peut-être Oui, alors juste, tu parlais à cette époque-là, donc on est en 1969, voilà, et c'était à l'époque où, pour les homosexuels américains, effectivement, et les personnes trans, la vie nocturne se déroulait dans des bars qui étaient clandestins, et donc le Stonewall est le nom justement d'un de ces bars, et effectivement, comme le dit Jérémy, la police a débarqué pour la énième fois, et quand elle le faisait, c'était brutal. C'était pas juste un contrôle d'identité, hein, c'était vraiment musclé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu la première fois un non et une résistance. Et donc, voilà, on continue à porter ça comme le peut, de résister pour exister. Voilà. C'est surtout aussi parce qu'aujourd'hui, on en fait une communication, on va en parler au travers du film documentaire qui est La Première Marche, c'est qu'on a souvent l'esprit que c'est un événement festif. Effectivement, aujourd'hui, il y a de la musique, quand on regarde la Marche des Fiertés de Toulouse, avec les milliers de personnes, plus de 30 000 personnes dans les rues de Toulouse, il y a ce côté très festif qui est là, mais au départ, et l'origine et surtout l'impact que nous voulons avoir, c'est que c'est un mouvement de revendication, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement donc pour dire stop, de contestation et surtout de revendication pour avoir les mêmes droits. Et donc cette manifestation, ce rassemblement, elle est portée par une communauté, mais elle dépasse la communauté. Et l'idée, c'est que chaque année, on soit des milliers de personnes à pouvoir manifester tous ensemble pour une société plus bienveillante, plus respectueuse et qui accepte les différences. Et sans oublier, clairement, notre origine. L'année dernière, quand on a fêté les 50 ans de Stonewall, c'était aussi de rappeler le marqueur, l'origine d'où nous venions.
dire quand même que ça fait 50 ans que nous marchons, 25 ans pour ce qui concerne Toulouse. Ça fait 50 ans que nous faisons chaque année ce mouvement-là, mais ce n'est pas que cette marche, hein, il y a d'autres choses qui se font, et que c'est pour mettre un éclairage sur ce travail nécessaire de la communauté LGBTQI+, au travers des associations qui font chaque année un accompagnement, une orientation, une direction auprès de ces personnes qui sont dans le questionnement, mais aussi qui, à un moment, rappelle qu'il y a des condamnations à avoir et que sur la question de l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et que c'est répréhensible, et ça doit être répréhensible à chaque fois. Et donc, cette manifestation-là, elle est plus que capitale, aux côtés des collectivités territoriales. On aura peut-être l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure, parce que c'est nécessaire que les collectivités soient là, mais c'est un mouvement politique, militant, porté par le collectif, porté par les personnes concernées directement. Et je dirais que, puisqu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous traversons face au Covid, c'est encore plus nécessaire de se battre pour ça. Alors, je pense qu'on va pouvoir y venir, et en notant au passage que l'esprit des marches de fierté dépasse le simple, avec des guillemets simples bien sûr, conquête des droits pour la communauté LGBT, c'est bien un combat pour l'égalité, contre le racisme, contre... Oui, parce que c'est quand j'ai voulu au départ, et elle l'a rappelé Anne-Catherine tout à l'heure, l'origine des personnes, ceux et celles qui ont dit stop, et ça aussi a un écho, et là je laisserai à Baptiste et Hakim de réagir sur ça, c'était les personnes qui ont dit stop. Ce sont des personnes racisées, ce sont des personnes trans racisées qui ont dit on arrête et qui en même temps, parce qu'elles sont racisées, rappelaient qu'ils sont victimes de plusieurs discriminations. Alors on va y venir justement, parce que bon, si j'ai pris la liberté de souligner cet aspect-là, c'est parce que ça nous ramène directement au film, alors au documentaire, puis à l'objet du documentaire, puisque, je le disais en introduction, 50 ans après Stonewall, première marche en banlieue, organisée, alors à Saint-Denis. À Saint-Denis, voilà, avec, j'étais en train de chercher les prénoms de Yanis, Lucas, Annabelle, Youssef, ils étaient 4. Voilà, ils étaient 4, avec, on va le voir, la foi qui déplace les montagnes. Voilà, donc peut-être un mot sur leur démarche et après ce qui vous a conduit à avoir envie de faire ce documentaire auprès d'eux. Mais c'est intéressant effectivement que Jérémy et Anne-Catherine fassent ce rappel historique parce que effectivement, cette marche à Saint-Denis qui a eu lieu en 2019, donc c'était exactement 50 ans après Stonewall. Et effectivement, comme tu disais, Jérémy, après Stonewall, des marches ont essaimé partout dans le monde, mais toujours dans des grandes villes, dans des grands centres urbains. Et c'est comme si, là, ils démarraient, ils ouvraient un nouveau chapitre en organisant une marche, cette fois-ci à la périphérie, en banlieue. Et tout en ouvrant ce nouveau chapitre, il faisait effectivement un clin d'œil au départ, au point de départ de ces mouvements qui ont effectivement concerné au départ les latinos, les noirs américains de New York. Et donc c'est vrai que c'était à la fois plus qu'un clin d'œil de l'histoire, c'était vraiment un rappel de l'histoire, tout en ouvrant un nouveau chapitre et en se disant que c'était possible aujourd'hui de sortir des centres-villes, de sortir du Marais à Paris par exemple, et de faire une marche en Seine-Saint-Denis au-delà du périphérique. Et ça, c'est évidemment ça qui nous a beaucoup intéressés, beaucoup plu, et c'est pour ça que nous avons décidé de prendre une caméra et de les suivre. Et pour eux, c'est vrai que c'était très important de faire cette marche à Saint-Denis parce qu'on pourrait se dire pourquoi faire une marche à Saint-Denis alors que finalement, à quelques stations de métro ou de RER, il y a finalement la marche de Paris qui est la plus grande en France et qui en fait brasse beaucoup de gens. Pourquoi en faire une à Saint-Denis? Pour eux, c'était très important. Pour également ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire en fait, le quotidien des personnes LGBT en banlieue n'est pas du tout le même que celui des personnes LGBT, en l'occurrence là, à Paris, et que du coup, le combat n'est pas le même, les revendications ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça qu'ils avaient, eux, la nécessité et vraiment ce besoin brûlant de créer une marche chez eux et de reprendre, en fait, toute leur place dans l'espace public en bas de chez eux. Ils n'avaient pas envie de prendre le RER et aller être fiers ailleurs, ils avaient envie d'être fiers chez eux, juste en bas de chez eux, dans leur rue. Et c'était vraiment ça leur combat et leur idée de départ.
avec cette envie de faire une marche effectivement plus politique, plus revendicative, politique, ouais. plus militante que celle de Paris, qui est devenue forcément par la force des choses plus une grande fête, une grande parade, où on vient aussi pour simplement s'amuser et faire et danser, écouter de la musique, et c'est très bien. Il y a aussi de la visibilité comme ça grâce à ce vecteur-là dans la rue. Mais eux avaient envie de revenir un peu à l'essence même de la marche. Alors, effectivement, puisque bon, peut-être qu'on peut préciser que ces 4 étudiants, ces 4 jeunes, sont membres d'une association qui s'appelle Saint-Denis Ville au Cœur, c'est ça ? Tout à fait. Alors peut-être un mot sur l'association, justement, parce que je trouve que c'est intéressant de Bien dire, sûr. parce que c'est pas une association LGBT. Non, pas du tout. En fait, c'est une association qui a été créée par des jeunes de Saint-Denis qui avaient 18, 19, 20 ans. Et le but, c'est d'améliorer 2 choses. En premier lieu, la vie des gens de Saint-Denis. Et Donc, en ils deuxième organisent lieu, beaucoup d'événements, sur tous les thèmes d'ailleurs, Tous les thèmes. sur l'homophobie, le sexisme, la question des migrants, voilà, sur vraiment tout. Ils balaient en fait, une palette assez large de combats. Et le deuxième axe, c'est également améliorer l'image de Saint-Denis et de ses habitants, parce que là, on est en 2020, l'année dernière, on les a filmés, on était en 2019. Ils sont arrivés après des décennies où l'imaginaire collectif autour de la banlieue voit la banlieue comme étant un lieu violent, sexiste, homophobe, avec une image finalement assez déplorable. Et eux veulent lutter contre ça, et ils savent que l'amélioration de la vie des habitants ne se fera pas sans l'amélioration de la vie, sans l'amélioration de l'image de la ville dans laquelle ils sont. D'accord. Tu voulais compléter ? Non, mais effectivement, c'est assez rare quand on pense banlieue, on pense pas forcément à marche des fiertés, on pense pas forcément combat pour les droits LGBT, on pense plutôt ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est-à-dire ce qui se passe quand les choses vont mal. Donc on pointe souvent la banlieue du doigt dès qu'il y a une agression, un attentat ou que sais-je. Et pour eux, c'était vraiment très important de montrer qu'il pouvait se passer quelque chose de positif, de collectif, de l'ordre d'une volonté de faire changer les choses, de se réunir. Donc c'était, en fait, pour eux, comme disait Hakim, c'est l'endroit où ils habitent, c'est leur vie quotidienne, c'est Saint-Denis, c'est là où ils vont à la fac, ils sont étudiants à Paris 8, qui est la grande université à Saint-Denis. Et pour eux, leur quotidien, c'est pas du tout ce qu'ils voient dans les médias. Enfin, c'est pas le Saint-Denis qu'ils connaissent, c'est pas celui qu'ils voient sur les chaînes d'infos en continu quand il se passe quelque chose de dramatique. Donc pour eux, c'était évident. C'est évident pour eux qu'il faut agir au quotidien par le biais de cette association. Et dans le cas de cette association, il y a eu cette marche des fiertés qui était l'une de leurs actions. Alors, comme le pointe Baptiste, c'est vrai qu'il y a un travers très certainement des médias, c'est qu'on parle de la banlieue ou des quartiers uniquement quand il y a quelque chose qui s'y passe mal, et on oublie trop souvent de mettre en avant que c'est aussi un lieu où fourmillent des initiatives. C'est souvent des villes très jeunes, où il y a beaucoup de jeunes. Saint-Denis est une ville extrêmement jeune, donc en fait c'est aussi beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie et beaucoup de futur. Enfin, le futur se construit beaucoup dans ces villes-là. Le futur de Paris et le futur de la France. Il y a un vivier énorme et qui est souvent soit stigmatisé, soit qui est fatigué de ces stéréotypes, qui est aussi lassé. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'épuisement de comment on peut voir ces gens-là. Et là, ils prennent les choses à bras-le-corps. Je pense que c'était une façon pour eux de montrer que ils sont pas des victimes, c'est des habitants qui ont envie de vivre et de faire des choses et de faire bouger la France. Voilà, ayant eu la chance de voir le film, ce que j'en retire, c'est que c'est formidablement positif, c'est dans la bonne humeur, c'est avec un enthousiasme. Je disais tout à l'heure, la foi qui déplace les montagnes, parce que, y compris, tout le monde leur dit, attendez, Saint-Denis, vous êtes malade, vous allez vous faire casser la gueule, ça va pas fonctionner, etc. Alors peut-être, justement, Jérémy, une question, et Anne-Catherine, c'est quoi? C'est un mythe? C'est plus difficile d'être homosexuel ou transsexuel en banlieue ou dans les quartiers, puisque c'est finalement ça, c'est ce que ça fait partie de la stigmatisation des quartiers.
C'est peut-être une bonne question question, n'est pas parce que ça simple. fait penser à une des questions posées dans un des organisateurs de la marche à Ouais. Saint-Denis par un journaliste. C'était pas simple à répondre, et je pense que c'est pas simple de poser la chose parce qu'on pourrait faire vite des raccourcis. Je pense que c'est pas aujourd'hui la société, elle évolue. Je pense que par rapport à une personne qui est LGBT, est-ce que c'est simple d'être LGBT en France ou dans le monde, lorsqu'on voit qu'on a encore des discriminations, lorsqu'on est encore face à des violences et autres. C'est par ces initiatives portées par ce collectif de 4 personnes qu'on fait bouger les choses, qu'on montre que, déjà en termes de visibilité, que les LGBT, ils sont partout, déjà. Et arrêtons de vouloir stigmatiser qu'il y a une population spécifique dans un quartier qui serait différente dans l'aire urbain ou dans la ruralité. Voilà. On est tous égaux, et que sur les questions d'orientation d'identité de genre, en fait, les personnes, elles sont partout. Et simplement, il faut faire, c'est notre rôle, en tout cas, c'est le rôle de beaucoup, c'est de rendre visible, parce que rendant visible, finalement, on rend les choses dites normales, et ça permet, ça concourt derrière aussi à faire réduire les discriminations, les clichés et préjugés, mais surtout les discriminations, parce que lorsqu'on regarde pourquoi une victime est discriminée, on pose la question à l'auteur qui a commis cette discrimination, généralement c'est parce que derrière il a peur, il n'y a pas une compréhension exacte de ce qui se passe, il se met en position elle-même de victime entre guillemets, et que donc sa réaction peut être une réaction de violence, de l'incompréhension, de la non-compréhension de ce qui se passe. Donc l'idée c'est de montrer que voilà, c'est quelque chose qui est normal, ça existe depuis longtemps et il n'y a pas de problème, que tout le monde vit très bien ensemble, et qu'à partir de là, et que peu importe où on est, que ce soit dans un quartier ou pas dans un quartier prioritaire ou pas, finalement, voilà, il y a toute population. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et en même temps, c'est que depuis plusieurs années, ces quartiers-là, on leur met des images, on met des stigmatisations et qui sont liées derrière à le fait de l'origine, entre autres. L'origine d'être déjà dans un quartier, le fait aussi d'être origine par sa naissance, par sa couleur de peau, par rapport à... et ça augmente le fait d'être potentiellement victime. Alors que finalement, pareil, je veux dire ça, il faut déconstruire les choses, il faut déconstruire ces représentations. On peut vivre très bien dans ces quartiers, on a des très belles initiatives, et ce qui m'a intéressé dans tout le lot des informations qu'on a eues dans ce documentaire, c'est qu'il a été posé la question à l'un des acteurs, je peux me permettre de prendre le terme là, mais ce sera plutôt acteur de la marche, pour la première marche, c'est est-ce que tu te vois rester dans ce quartier ? Tout à fait. Parce qu'il a organisé la marche, il est étudiant, il est amené à évoluer, et donc la question c'est est-ce que tu vas, au fur et à mesure, avoir envie de partir pour ton carrière professionnelle. La réponse a été, je trouve, superbe. Il a dit, mais non, j'aime mon quartier, j'aime ce quartier-là, et j'ai envie de continuer à y vivre, et de le faire bouger, et de le faire se transformer. Et je trouve ça merveilleux comme réponse. Surtout de la part d'un militant engagé de la lutte contre les discriminations qui fait une marche, qui dit moi je vais rester dans ce quartier-là et je vais faire bouger les choses. Là, tout à fait. En fait, j'ai l'impression que eux, leur combat, c'est limite. En fait, c'est pas de savoir si la banlieue est plus homophobe qu'ailleurs, parce que ça, de toute façon, on peut pas le savoir. C'est impossible. On peut pas faire d'études là-dessus. Enfin, il n'y a pas de chiffres. On n'en sait rien. C'est juste des fantasmes. C'est des fantasmes. On projette sur la banlieue une image, voilà, sexiste, homophobe, très fermée d'esprit, violente. Eux, leur combat, c'est de dire quelque part. On ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas si c'est plus homophobe ou pas que la ville, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'en tout cas, l'homophobie réduise dans ces cités-là, réduise à Saint-Denis, et que des personnes LGBT à Saint-Denis puissent vivre mieux leur vie de personnes LGBT demain qu'aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est vraiment au cœur de leur combat, et c'est ça qui était très beau, en fait. Et c'est vrai que Yanis, dans le documentaire, dit non, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de quitter Saint-Denis, je suis né à Saint-Denis, mes projets sont ici, et c'est ma ville que j'ai envie de rendre meilleure, et à travers, effectivement, cette marche-là, c'est ce qu'ils font. C'est le lendemain qui compte, finalement, et c'est pas aujourd'hui, c'est vraiment demain, ils se battent pour le lendemain de leur ville. C'est juste pour rebondir, c'est que
c'est toujours pareil, c'est quelle communication qu'on fait autour de ça. C'est qu'on a eu tendance, chaque fois, on en parlait déjà l'autre fois, même encore aujourd'hui, c'est qu'on met souvent le focus lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et rarement quand ça va bien. Et je trouve qu'au travers de ce film, et au travers de ce film, de ce documentaire, qui est l'initiative de la première marche, on montre qu'il y a quelque chose de positif qui est possible, et qu'il y a des gens qui peuvent se rassembler, et que ça se passe très bien, et qu'on arrive à déconstruire toutes ces représentations, ces clichés qu'on peut avoir en disant, comme ça a été dit, le quartier, c'est un quartier violent, on ne peut pas y vivre correctement, sereinement, on ne peut pas y prendre du plaisir et surtout y rester. On a l'esprit que dès qu'on peut, on s'en va. Mais là, c'est une traduction de l'inverse. Juste si je peux ajouter quelque chose, je pense que le mérite de votre documentaire aussi, c'est de donner la parole aux personnes de ces quartiers-là, et pas la parole des gens qui disent ce qu'ils pensent de ces quartiers-là. Et ça manque beaucoup aussi dans les médias et en France, de donner la parole aux personnes concernées sur leur propre quartier. Et le moteur du changement, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, quoi. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles qualités qu'a le documentaire, c'est de partir de l'intérieur et de leurs propres paroles et de leur énergie qui effectivement déplace des montagnes, quoi. Et d'ailleurs, l'un d'eux dit dans le film, en répondant à une question d'un journaliste, qui répond aussi d'une certaine façon à votre question sur est-ce qu'il y a plus d'homophobie ou pas en banlieue, en fait, l'un d'eux répond, on ne sait pas s'il y a plus d'homophobie ou pas en banlieue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de travail fait pour sensibiliser à ces questions et pour visibiliser. Et comme disait Jérémy, à partir du moment où il n'y a pas de visibilisation, où il n'y a pas d'action, c'est comme ça que naissent les quiproquos, les discriminations, la peur de l'autre, de ne pas connaître l'autre. De l'inconnu. De l'inconnu, la peur de l'inconnu. Et donc en fait, il y a un travail énorme à faire à Saint-Denis et dans d'autres villes de banlieue, un travail de sensibilisation, de visibilisation. Et donc là, ils ont participé à ce travail-là en faisant cette première marche. C'est pour ça qu'elle était importante. C'est que il y a sans doute beaucoup d'homophobes à Saint-Denis, comme beaucoup d'homophobes partout en France. Je crois me souvenir qu'au moment du débat sur le mariage gay, la manif pour tous, le gros des cortèges ne venait pas de Saint-Denis. On sait qu'il venait plutôt... c'était un autre sociotype. C'était... plutôt des Versaillais, plutôt des gens bien comme il faut et qui hurlaient des horreurs dans la rue. Mais ça, on a un peu oublié. Et par contre, on revient toujours sur « Ah, c'est terrible ce qui se passe dans telle ville, le banlieue, etc. » Donc, eux disent, il y a peut-être de l'homophobie en banlieue, sans doute, mais il n'y a surtout pas assez de travail de visibilisation, et eux, y ont pris leur part. Et d'ailleurs, quand on filmait ce documentaire-là, donc c'était le premier semestre 2019, il y avait eu une vague d'agressions homophobes à Paris, où justement tous les quartiers qui avaient pu être considérés comme étant des quartiers sanctuaires à Paris, c'est-à-dire en l'occurrence le Marais, et tous les quartiers jeunes qu'on appelle bobos, branchés, on se dit là à Paris, clairement, il n'y a pas de souci, on peut se tenir la main, on peut s'embrasser, on peut montrer en fait dans l'espace public qu'on est ensemble. Et en fait, il y a eu une vague d'agressions et chaque semaine, vraiment, mais tous les 2 jours, on apprenait qu'un couple était en train de se tenir la main dans la rue à République et qu'il s'est fait tabasser en bas de chez lui. Au point qu'il y a même eu un sit-in, enfin il y a eu un rassemblement un dimanche après-midi, place de la République, c'est vrai, à Paris, donc en plein Paris, pour dénoncer cette homophobie. Donc, pendant que nous, on faisait justement ce documentaire-là sur Saint-Denis, et eux, dès le départ, dès qu'on les a rencontrés, ils nous ont dit, nous, on va faire cette marche, et en fait, on est sûr qu'elle va bien se passer, on sait qu'elle va bien se passer, et ça, c'était vraiment aussi leur combat, au-delà de faire en sorte que la marche existe. Ce qu'ils voulaient absolument, c'était qu'il n'y ait pas de problème, parce que évidemment que s'il y avait eu un problème, s'il y avait eu une attaque, une agression, là, ça aurait été dramatique, on aurait utilisé ça pour dire, bon ben voilà, c'est cause perdue, quoi, Saint-Denis. Et là où finalement, je trouve qu'ils ont réussi, c'est certes l'organisation de la marche, mais c'est aussi finalement que ce soit bien passé cette marche. Alors effectivement, et on va, je pense, y revenir, juste peut-être pour donner une échelle quand même à ce que vous venez de dire tous les deux, et Jérémy, je vais te demander de m'aider, il y a quand même un chiffre assez ahurissant, tiré, je crois, du rapport de SOS Homophobie, c'est qu'il y a une agression homophobe ou transphobe en France toutes les 33 heures. 33 heures. Voilà, ça permet, il faut manier les chiffres avec beaucoup de précautions, mais là, je ne connaissais pas ce chiffre, quand même effrayant.
effrayant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, on met ce curseur de visibilité sur ça, et c'est nécessaire. Le rapport à la homophobie sert pour dire qu'il y a de l'LGBT-phobie au quotidien. C'est derrière, qu'est-ce qu'on fait surtout pour que les choses évoluent et les choses positives également. Parce qu'on a eu tendance encore toujours à mettre toujours le côté négatif en avant, ce côté en tout cas qui fait sensation, qui fait vendre de la presse aussi, des médias, et le côté positif, c'est beaucoup plus mis de côté. On a des très belles réussites, clairement, et où je trouve qu'on a aussi avancé, on avance petit à petit au fur et à mesure, au travers des initiatives dans les quartiers, par rapport à nos événements que nous organisons aussi, au travers de nos festivals, que ce soit le festival des images homo, tout ce on fait au quotidien permet de petit à petit à faire évoluer les perceptions, les représentations, les clichés. Et ça, petit à petit, ça va permettre de faire que les discriminations diminuent. Et qu'il faut ramener aussi une autre chose, c'est que ça fait quand même quelques années qu'on nous pose souvent la question, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une augmentation du nombre de cas de discrimination? On n'en sait rien. En fait, ce qu'on sait, c'est que ce sont les témoignages. C'est toujours ça, c'est que ce sont les témoignages que nous recevons qui permettent de savoir si effectivement il y a eu des agressions ou pas. Et on voit la différence qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui ont moins peur de témoigner. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir une augmentation, mais elle s'explique par le fait que les gens ont moins peur. Et plus on en parlera, et qu'au travers du fait qu'on accompagne les associations, mais on rend les choses plus visibles, si ça permet que les victimes qui, chez eux, ont peur de dire je me fais agresser de ma sphère professionnelle, de ma sphère personnelle, j'ai peur de le dire, et qu'aujourd'hui ils le font, tant mieux. Il faut accompagner ces victimes. Et derrière, et si ça a pour effet d'augmenter le nombre de cas chaque année, c'est pas grave. Mais il faut avoir à l'esprit que derrière, c'est forcément une augmentation de témoignages. Ça, c'est surtout ça qui est important. Alors, je vais être aussi très prudent dans ce que je vais dire, puisque Baptiste est journaliste, mais on sent chez eux, chez ces 4 étudiants, Youssef, Yanis, Annabelle et Lucas, qu'ils ont une très grande crainte, c'est celle d'être récupérés. Ils sont très vigilants là-dessus, tant à l'égard des journalistes que des élus. D'ailleurs, on sent qu'ils sont quand même très très tendus. Donc comment ça s'est passé par rapport à l'acceptation? C'est quand même, vous avez suivi pendant 5 mois, c'est ça, avec la caméra à l'épaule. Oui. Bon, dispositif léger, certainement, mais comment ils vous ont accepté finalement? En fait, je dirais que ce qui nous a quelque part sauvés, c'est que au moment où on les a abordés, au moment où on leur a dit qu'on avait envie de les suivre dans cette organisation-là, on n'était que tous les deux. On avait juste une caméra qu'on avait achetée en promo, et en fait, il n'était pas du tout question. Pas France 2, quoi. Voilà, mais en fait, c'est vrai, je pense que si on était allé les voir en leur disant une chaîne de télévision nous finance, ils auraient eu très peur en se disant oui, enfin, cette chaîne de télévision-là, il y a eu exactement ce documentaire, ce reportage qui a finalement contribué à l'image désastreuse de la banlieue dans laquelle on vit. Et finalement, nous, on est arrivés, on n'était que 2, et finalement, on représentait rien d'autre que nos propres personnes. Et ils nous ont fait confiance, je pense. Ils nous ont fait confiance, et nous, on leur disait que on montrait le film de la manière dont on avait envie de le monter, qu'on n'était pas là pour faire leur publicité en disant regardez, ils sont super, ils sont géniaux, qu'on allait montrer leur moment de doute, leur moment d'échec, leur moment de cafouillage. Ils en ont eu et ils sont dans le documentaire. Mais en tout cas, ce qu'on leur promettait tout le temps, c'était qu'on serait fidèles à ce qu'ils sont et à leur message. On voulait vraiment pas les trahir. Et du coup, le jour où on leur a montré le documentaire pour la première fois, la seule question qu'on a eue, c'était est-ce que vous vous êtes sentis trahis par le documentaire? C'est ça qui un peu nous angoissait. Ils ont dit non, on n'est pas trahis du tout par le documentaire. Notre parole y est vraie, y est sincère. Alors il y a des moments dans le documentaire qu'ils n'aiment pas parce que c'est dur de se voir, c'est dur de s'entendre parler, c'est dur de se voir à l'image. Il y a des moments où ils se sont détestés. Un documentaire d'1 heure par rapport à une organisation d'1 an, c'est aussi parcellaire. Il y a des moments qui, eux, leur tenaient à cœur, qui finalement ne sont pas dans le documentaire. Inversement, des moments qui, pour eux, parfois pouvaient sembler un peu anecdotiques et pour nous, souligner des vrais traits de personnalité chez eux, des choses très importantes dans ce discours-là qui sont dans le documentaire. Mais en tout cas, ils ne se sont pas sentis trahis par nous.
Et ça, on en est très content. Je pense que c'est vraiment ça dont on est fier. On les a montrés tels qu'ils étaient, on a montré leur combat tel qu'il était, et un peu quelque part la banlieue telle qu'elle est, puisque nous, on a filmé pendant 6 mois. En banlieue à Saint-Denis, on y allait tout le temps, la journée, on y allait le soir, on avait notre caméra. Et très honnêtement, on ne s'est jamais senti en danger. Hein. C'est une question qu'on nous pose quand on présente le film un peu partout en France. Alors, est-ce qu'il y a eu de la violence pendant la marche que vous n'avez pas voulu montrer ? Non. S'il y en avait eu, on l'aurait montré. Et est-ce que vous vous êtes senti en danger en faisant le documentaire ? Ben non, non plus. Ouais, vous n'êtes pas des héros parce que vous n'avez pas risqué votre vie à tourner ce D'ailleurs, eux-mêmes documentaire. détestent qu'on les ramène toujours au fait que ce sont des héros ou qu'ils ont eu un courage incroyable. Ça les irrite un peu. Ils sont là, mais on n'a pas eu un courage dingue. On a juste fait une marche chez nous dans notre ville. On n'a pas eu. C'est vrai qu'ils aiment bien se dire qu'ils ont simplement fait une action militante chez eux, que c'était très normal. Voilà. Qu'ils sont dans une ville normale, qu'ils sont des étudiants normaux, et ils ont fait une action normale. Ça, c'est vraiment très ancré chez eux, et ça nous a plu aussi, ça. C'est aussi pour ça qu'on les a filmés. Et la récupération politique ? La récupération politique, je peux dire qu'effectivement, ils en avaient une farouche crainte, qu'ils ont tout fait pour être très indépendants, très autonomes, mais qui n'ont pas eu à se soucier finalement tant que ça d'une récupération politique, parce que la mairie de Saint-Denis les a laissés faire un peu comme ils voulaient. Et puis, à ce moment assez drôle où Yanis, au moment où la marche vraiment démarre, il prend son mégaphone et il crie « Les élus en queue de cortège », parce qu'il est hors de question que cette marche soit une parade d'élus. Il le dit comme ça avec beaucoup de culot et ça nous amusait beaucoup. Ça dit beaucoup de leur détermination et de leur jeunesse et de leur fougue et de leur envie que ce soit leur marche, en fait. C'était vraiment leur marche. Alors, c'est vrai que le documentaire, on ne pourra pas vous accuser de complaisance, puisqu'à un moment donné, on les voit quand même dans des moments pas glorieux, parce qu'ils sont mis un peu en difficulté, où ils répondent à des questions de journalistes, où c'est un peu difficile. Il y a ça, en même temps, la foi inébranlable, ça c'est ce qui m'a quand même le plus marqué, c'est qu'ils ne doutent de rien, quoi. On y va, c'est bon, ils sont 4, ils n'ont pas un sou, on va reparler peut-être aussi des moyens pour organiser ce genre de choses. Alors je voudrais qu'on sorte un bref moment, parce que le temps file, mais de la banlieue. Il y a une chose, on ne va pas raconter tout le documentaire parce qu'il faut que les gens aillent le voir. 14 octobre, sortie nationale dans toutes les bonnes salles. C'est qu'à un certain moment, l'un d'eux, je ne donne pas le contexte, mais mentionne, c'est très bien qu'il y ait des choses qui privilégient aussi la prévention de l'homophobie dans les zones rurales. Alors la question que ça me pose, c'est est-ce que c'est un traitement, une situation différente ? Est-ce que les actions, alors je me tourne peut-être un peu plus vers Jérémy, Anne-Catherine, sur ces questions-là, est-ce que il y a des politiques qui sont menées aussi, des actions qui sont menées dans les zones rurales plus particulièrement? Alors, s'il y a des marches de fierté qui sont organisées dans des villages, c'est la question qu'on peut poser. Oui, ça existe. En région Occitanie, on a déjà des initiatives. Alors, je pense par exemple à la Love Mountain, donc, qui se passe dans le département de l'Ariège. Ça s'est passé il y a quelques années de cela, il y a 2 ans, et on avait l'objectif de refaire cette année une nouvelle marche dans un village de 300 habitants, cette marche des fiertés. Alors, il y a des tracteurs, oui, il y a le village qui est là. C'est regardé alors avec interrogation, avec humour, mais aussi avec sérieux. Et ça concourt également à faire évoluer les mentalités, les perceptions, parce que, tout comme on disait tout à l'heure, si on fait des clichés par rapport au quartier, on fait aussi les mêmes choses dans les villages. Hein. Et donc, la communauté LGBT, elle est partout, et même dans ces villages, et donc il faut aussi en parler. Et donc, au niveau de notre département, je vais juste avoir à l'esprit, malheureusement, cette initiative a été un peu plus avortée en raison de la situation sanitaire, mais il y avait à Saint-Gaudens, à côté de Saint-Gaudens, une initiative équivalente d'organiser la toute première marche dans le Comège pour, pareil, alors c'était une initiative très locale, c'est-à-dire que ce sont des jeunes de ce village, alors j'ai plus le nom de ce village en tête, qui avaient décidé, pas une association LGBT, hein,
c'est tout ça qui est intéressant, parce que ça fait le lien également avec l'initiative à Saint-Denis, de vouloir parler. Ils sont concernés, ils voulaient faire une marche avec un temps festif, mais une marche de revendication. Et ça, je trouve ça bien. Et c'est surtout à nous qui avons des grandes marches au niveau régional, Pride Toulouse par exemple, mais c'est pareil pour les autres, dans les autres villes, de soutenir ces initiatives. Finalement, il ne faut pas que ces marches aient lieu que dans les grandes villes, que dans les grandes métropoles, parce que finalement, c'est là que ça concentre, ça cristallise beaucoup de choses, mais finalement, c'est pas là qu'on fait bouger les choses. Il faut que le sujet puisse être pris par l'ensemble du territoire, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ruralité. Et ça, plus il y aura d'initiatives comme ça, mieux ça permettra d'accompagner les populations à faire changer les perceptions. Et pour nous, le festival, oui, bien sûr, on fait des projections aussi en dehors de Toulouse et dans le monde rural. Et on a pu constater qu'on a un public qui est assez différent. Autant sur Toulouse, c'est beaucoup de personnes LGBTQI concernées. Autant quand on est à l'extérieur, on a là un public qui est plus hétérogène. Et là, le militantisme prend un autre visage, qui est qu'il faut... On a des gens qui nous posent des questions très sincères, très naïves. Je me souviens, il y a encore 3 ans, où un membre du public était surpris que un couple lesbien n'ait pas accès à la PMA. Il ne savait pas que c'était pas autorisé. Et là, du coup, il y a un dialogue qui est complètement différent et qui est aussi très agréable. Et parce que vraiment, comme pour ces jeunes, on revient à la base, qui est qu'on explique une situation, on essaye de convaincre sur l'égalité des droits, comme elle est nécessaire, etc. Et on a des gens en face de nous qui sont réceptifs et qui découvrent. Et ça, sur Toulouse, on l'a un petit peu moins, puisqu'on a déjà des gens qui sont plus concernés, plus habitués à ce genre de discours. Et donc, c'est intéressant d'y aller dans le monde rural. Et on est sollicité par d'autres festivals. Je pense qu'il y a, par exemple, il y a 3 semaines, on est allé dans l'Aveyron pour le festival Rencontre à la campagne, dans une petite commune qui est Rieux-Pérou, et on a eu une 50aine de personnes. On a été surpris nous-mêmes, on pensait qu'on aurait 10 personnes à tout casser, et là, une 50aine, et ils sont restés pour la discussion après, et c'était sur l'acceptation de soi, sur l'affirmation de ce qu'on est, et voilà. Et on était vraiment agréablement surpris, et on adore faire ça, quoi. Voilà, alors il y a effectivement cette question que je ramène au film. On voit à un moment donné leur confrontation finalement avec la population. Ils arrivent, ils traquent, ils mettent des affiches, ils vont voilà, et à un moment donné ils se heurtent quand même un peu à une certaine indifférence. Dans certains cas, les fiertés, vous savez ce que c'est, parce qu'à un moment donné ils disent c'est une faute de com'. On a parlé des fiertés, on n'a pas expliqué ce que ça a représenté. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est très marqué? Est-ce que quand même les fiertés, les gens savent ce que c'est? Est-ce que... Pas forcément, marche des fiertés, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je reviens, tu disais tout à l'heure, dans le village, je vous ai présenté le film ou le festival ou la discussion, en tout cas. On a présenté 4 courts-métrages. Oui. Et où on vous posait des questions très simples et sur ah bon, un couple de lesbiennes n'a pas la PMA. Bon là, c'est pareil, marche des fiertés. En fait, c'est intéressant quand en fait on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas militants, et en fait on se rend compte que tout le monde ne connaît pas tous ces termes, et c'est bien normal, et il faut faire de la pédagogie, et il faut expliquer. Et donc autant Gay Pride, ça parle à tout le monde, grosso modo, autant Marche des Fiertés, un peu moins. Et c'est vrai qu'à Saint-Denis, quand ils faisaient leur tractage, qui distribuaient les flyers, plein de gens les prenaient bien volontiers, mais sans forcément comprendre exactement de quoi il s'agissait. Et donc il y a eu sans doute beaucoup d'indifférence. Nous, on n'a pas vu d'hostilité à leur démarche, mais on a vu beaucoup d'indifférence. Oui, c'est plutôt d'indifférence. Oui. Okay. Il n'y a pas eu une vague d'adhésion incroyable quand ils étaient dans la rue. On n'a pas vu des gens dire « Ouais, génial, on va tous venir, etc. » C'est pas vrai. Mais à l'inverse, on n'a pas vu d'hostilité non plus. Par contre, oui, beaucoup d'indifférence parce que de méconnaissance, de ne pas savoir exactement forcément. En plus, rendez-vous compte, à Saint-Denis, ça n'est jamais arrivé. Personne ne pouvait envisager qu'à Saint-Denis, il y ait une marche des fiertés la semaine d'après. Et même le jour où il y a eu la marche, tous les riverains, les commerçants, les gens qui habitaient dans les immeubles à côté ont été plus sidérés qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et donc, ils étaient là à leur fenêtre, ils prenaient des photos, mais parce qu'ils découvraient. Et tant mieux, c'est là où il se passe quelque chose. Là. Et alors, sans oublier que dans leur démarche, il y a une notion, je ne voudrais pas qu'on clore cet échange sans qu'on parle d'intersectionnalité, parce qu'ils en parlent beaucoup, ils y font fortement référence. Et effectivement... Qu'est-ce que l'intersectionnalité ?
Alors voilà, merci La question. Baptiste, je vais te laisser terminer. Hakim, qu'est-ce que... Je laisse Hakim y répondre, c'est le spécialiste. Merci pour ce joli cadeau. Alors moi, pour le coup, pour être tout à fait honnête avec vous, quand on a commencé le documentaire, je ne savais pas ce qu'était l'intersectionnalité. Si on revient juste, mini parenthèse, Oui. nous-mêmes ne sommes pas donc on n'est pas dans l'organisation de cette marche, on n'est pas oui. dans leur association, et nous avons voulu documenter, montrer, faire passer, transmettre, mais nous ne sommes pas forcément nous-mêmes des spécialistes absolument de la question qu'ils mettent à Complètement. jour Oui. avec l'intersectionnalité. C'est des étudiants en sciences politiques quand même, donc ils ont... Ah, exactement, oui, tout à fait. Mais ça, oui. Et d'ailleurs, ça, c'est assez. Ça montre vraiment quelque chose. D'ailleurs, on le dit au début du documentaire. Ils sont étudiants en sciences politiques, et parfois, on a l'impression effectivement qu'ils apprennent un concept le matin. Et en fait, qu'ils ont envie de le mettre en pratique très vite le soir même. Et donc, et à un moment, on le voit dans le doc, ils parlent de pinkwashing et ils sont pas d'accord, par exemple, sur ce qu'est le pinkwashing. Et ils cafouillent un peu devant notre caméra. Il y en a un qui dit « Ah, c'est la ville de Tel Aviv », l'autre qui dit « Ah non, c'est plutôt Marine Le Pen ». Et ça, c'était assez beau aussi de voir qu'en fait, leur militantisme est finalement très jeune. Il est en construction, tout comme eux, en tant qu'individus et que jeunes étudiants en sciences politiques. En fait, tout était en construction à ce moment-là. Leur marche, eux en tant que militants, mais eux aussi en tant qu'individus. Et du coup, pour revenir à l'intersectionnalité, l'idée, c'est vraiment de dire que les personnes peuvent parfois être à l'intersection de plusieurs discriminations. C'est pas un cumul, mais c'est une intersection. Typiquement, une personne LGBT de banlieue noire va être à l'intersection de toutes les discriminations qu'on peut avoir sur les personnes LGBT et également toutes les discriminations qu'on peut avoir contre les personnes noires en France. Et donc ce n'est pas un cumul, mais ça peut parfois donner naissance à des discriminations qui sont uniques. On ne va pas voir un jeune homme banlieusard gay ni comme un banlieusard lambda, j'ai envie de dire, ni comme une personne gay lambda de Paris. Non, en fait, on va le regarder d'une manière bien spécifique. On va projeter sur lui des choses bien spécifiques. Typiquement, on va se dire, c'est sûr qu'il a grandi dans une famille musulmane affreusement homophobe. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être faux. Alors, ça, c'est un boulevard qu'ouvre Hakim, merci. Peut-être qu'il y a aussi le croisement quand même avec le fait d'être banlieusard, par rapport à tout ce qu'on disait. Mais complètement, oui. Puisque leur slogan, bon, on peut... C'est comme on dit spoiler, enfin je vais essayer sur la de spoiler, mais banlieusard est fier. Banlieusard est fier, voilà, Oui. il y a toute une scène où ils cherchent des définitions et ils cherchent le slogan qui va bien pour exprimer leur démarche du mieux possible. Alors peut-être pour revenir, je voudrais, on a parlé de la visibilité, voilà, en introduction, Anne-Catherine nous parlait du festival, ce qui est une des occasions, des moyens, des vecteurs de cette visibilité à laquelle vous contribuez. Moi, j'aimerais bien un petit ton regard sur le cinéma LGBT en France aujourd'hui. Alors, bien sûr que par rapport au début de la création du festival en 2007 et aujourd'hui, il y a une évolution considérable. Il est plus facile aujourd'hui de voir des films sur la question LGBT ou de réalisateurs LGBT. Toutefois, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de films qui ne peuvent pas accéder au réseau commercial, et on se rend compte qu'il y a encore quand même des inégalités, c'est-à-dire que voir un film gay, ça va être plus facile que voir par exemple un film lesbien. Voir un film sur la question trans, ça commence là depuis quelques années. Donc il y a encore une marge de manœuvre là-dessus, de progrès. Ce qui est toujours, moi je pars toujours du côté optimiste. C'est tant qu'il y a un progrès à faire, c'est donc on mérite encore d'exister nous en tant que festival LGBT. Et après, par contre, comme je vous le disais, dans le public, ce qui moi, un de mes challenges à venir, c'est d'arriver à faire venir le public hétéro dans un festival de cinéma LGBT, ce qui n'est pas encore fait. Autant j'ai dit qu'en région, on va pas parler comme les Parisiens, dans le monde rural, en dehors de Toulouse, on a encore beaucoup un public hétéro, mais sur Toulouse, c'est un public LGBT qui est acquis à la cause. Et j'aimerais bien que, alors ça commence à bouger, mais tout doucement, en faisant des partenariats avec Ciné Latino, Ciné España, d'autres festivals, qu'on arrive à brasser un peu le public, parce que pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait tous les deux, pour moi, le militantisme, il est de convaincre celui qui n'est pas convaincu, et pas de discuter avec celui qui est déjà convaincu. Bien sûr que c'est agréable de discuter entre associations LGBT, public LGBT, mais c'est facile.
Par contre, parler à quelqu'un qui n'est pas concerné, qui ne sait pas ou qui a une opinion contraire, là est le défi. Voilà. Et parfois, ce qui peut permettre à ce public plus large de venir en salle, c'est quand des films ont des grands prix dans des grands festivals. Je pense par exemple à la Palme d'Or pour La vie d'Adèle, qui a fait 1 million d'entrées, qui a touché un public bien plus large que simplement le public lesbien ou LGBT, ou Moonlight, qui a eu l'Oscar du meilleur film. 120 battements par minute. 120 battements par minute. Moonlight, qui sont des marqueurs un peu forts de films qui ont eu des très grands prix, des grands Oscars, et qui ont fait venir en salle des gens qui n'étaient pas du tout particulièrement concernés par Mais en même la question. temps, il y a un paradoxe qui est que, par exemple, si je prends Toulouse, les dernières années, les films primés par le public à Ciné Latino et Ciné España, c'est des films sur la thématique LGBT. Temblores, Carmen et Lola. Avant, il y en a eu encore le dernier, Las Mil y Unas, par exemple, pour Ciné Latino. Et pourtant, le public, autant le public dans ces cinémas-là, dans ces festivals-là, vont primer des films LGBT, autant je ne les vois pas encore dans notre festival à nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai challenge à ce niveau-là, quoi. Alors, quand tu dis notre festival à nous, c'est celui des LGBT, images homo. subjectif. Et là, on va pas être dans le parisianisme, mais dans le toulousianisme, c'est ça? Qui existe Donc, aussi. Voilà. Dénonçons le toulousianisme. Voilà, donc là, Baptiste, peut-être un nouveau sujet de documentaire à venir. Voilà, on va te laisser y réfléchir. Un mot sur le festival des images homo à venir. Date au moins. Alors, on part avec l'envie de réussir la 14e édition. Après, on est pragmatique, la situation n'est pas facile, mais on fera cette édition. Voilà. Après, les axes, je ne peux pas encore trop en parler, c'est un peu confidentiel, mais je pense, sans dévoiler un grand secret, que la place des femmes va être un petit peu plus importante là, cette année, parce qu'on sent que c'est dans l'air du temps, on nous demande beaucoup de sujets là-dessus, et il y a eu l'affaire Polanski, il y a eu comme ça des polémiques dans le milieu du cinéma, etc. Et je pense que c'est aussi peut-être notre rôle d'en parler. On est légitime aussi à le faire, quoi. Donc voilà. Voilà, et on va essayer également, avec les chemins de la République, de se croiser sur certains de ces thématiques. Voilà, donc on va se revoir très bientôt. Je voudrais également un mot. Alors j'aurais voulu qu'on parle des financements difficiles, des festivals, des marches des fiertés, parce qu'effectivement, à un moment donné, on voit nos 4 héros. Parce que bon, ils sont quand même, ça se regarde comme un film, quoi, pour donner envie aux gens d'y aller voir. Ils sont sympas, c'est rigolo, c'est des vrais personnages. Il y a de la pêche, c'est punchy, voilà, il y a des vrais personnages, quoi. Et voilà, mais voilà, la marche des fiertés, il y a plus de 600 marches, je crois, qui ont été annulées de par le monde. On en a parlé quand même assez récemment, notamment dans les colporteurs du web. Un mot, Jérémy, sur le festival 2020, dans la situation sanitaire compliquée dans laquelle nous sommes. En fait, on a essayé de reporter les événements comme on a pu. C'est-à-dire que la marche des fiertés, cette 26e édition, était prévue au mois de juin. On était en fait en sortie de confinement. On n'était pas sorti du tout de la crise sanitaire et on l'est toujours. Donc, on a tenté de le reporter, mais comme beaucoup d'associations, d'essayer de croire, d'être en capacité d'organiser ces marches-là parce qu'elles sont nécessaires. Après, il faut être conscient que y a des questions de santé et que ces questions-là, elles sont, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut protéger ces populations et donc il nous a été impossible d'organiser ces marches dans les meilleures conditions. Donc on a décidé à ce moment-là de reporter puis finalement de l'annuler et de le faire en 2021, mais on fait tout pour qu'elle soit faite. En parallèle, on a ce festival régional de diversité qui est au mois de mai et mois de juin. On a tenté de le reporter sur le second semestre avec un angle précis qui était l'accompagnement des associations qui, elles, ont été durement impactées par la crise. On n'a pas pu avoir la marche et souvent un moyen de pouvoir retrouver des forces, de l'énergie pour pouvoir continuer nos missions, trouver aussi des nouveaux bras pour pouvoir poursuivre les missions. Et là, on ne l'a pas eu. Donc la rentrée est difficile. On a vraiment beaucoup d'inquiétudes.
Et je me dis, voilà, il faut qu'on tienne le coup. Ce festival est sur les réseaux sociaux. On a fait quelques événements. L'événement d'hier soir, en tout cas, je vous dis hier soir par rapport à cet enregistrement. C'est-à-dire l'avant-première du film qu'on a fait ensemble, montre qu'on est en capacité de faire des choses. C'est pas simple, mais on en fait des choses. On donne déjà rendez-vous à la Marche des Fiertés l'année prochaine, le deuxième week-end du mois de juin, avec l'esprit de pouvoir le faire. Et on y croit et on va tout faire pour que ça soit le cas. Avec cette nécessité aussi de trouver les moyens. Parce que ce documentaire montrait effectivement notre complexité à avoir les moyens humains, mais aussi les moyens matériels et financiers, parce que les questions de santé, les questions de sécurité, ça coûte énormément, de plus en plus, et qu'il faut trouver ces financements auprès des collectivités territoriales, aussi auprès de partenaires, et qui aujourd'hui ont été fortement impactés par la crise sanitaire et la crise économique. Donc, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? C'est la grande question, et qu'il faut qu'on arrive à montrer la nécessité de maintenir nos financements pour que nos événements puissent perdurer dans le temps, parce que c'est un service public, c'est un service aux populations, et que si demain on ne peut plus le faire, qui va le faire? Et pour peut-être ne pas oublier de rappeler le 24 octobre. Alors oui, effectivement, le 24 octobre, on a le village. Alors on tente de faire le village associatif, place du Capitole, une rencontre avec les assos. Donner de la visibilité. Tout passe par la visibilité et de leur montrer que nous continuons d'exister, que nous continuons à faire des activités, des événements, et qu'il faut surtout, je l'avais dit hier soir à cette avant-première, qu'il faut nous rejoindre. Parce que sans le soutien des populations et le fait d'avoir des nouveaux militants, on ne peut rien faire. Anne-Catherine ? Alors juste, je ne vous ai pas précisé les dates et comment on se donne des rendez-vous. Pour Diam, la 14e édition commencera officiellement le 29 janvier 2021 et jusqu'au 7 février pour la partie toulousaine, et à partir du 8 février jusqu'au 28 février pour la partie en région. Voilà, c'est juste pour donner les dates. C'était ce que je voulais te faire dire, et on va le rajouter pris. sur le site du conseil départemental. Ça permettra de relayer. Alors, je voulais beaucoup de choses dont on aurait pu parler, notamment le militantisme, la difficulté, effectivement. Il faut qu'on se quitte dans quelques instants. Donc, j'ai envie de dire que ce film est également une démonstration que quand on veut, on peut, il faut oser, il faut faire. Voilà, remercier infiniment Hakim et Baptiste d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir pris le temps. Merci à vous, vraiment. Voilà, pour ce superbe film. Donc, sortie nationale 14 octobre dans toutes les bonnes salles. Le film sera également dans le Festival des Images Homo. On espère beaucoup pour la région et pour la partie toulousaine, comme on passe plutôt des inédits. Voilà, et vous pourrez, pour gros suspense, rendez-vous ce qui donc est en plus janvier. modestement des Chemins de la République, retrouver également le film dans le cycle de ciné-débat qui va s'appeler l'égalité, enfin si long chemin vers l'égalité. Voilà, on est en train de finir de le fabriquer, mais d'ores et déjà le film sera présenté dans ce cadre-là, donc il devrait quand même pas mal tourner en Haute-Garonne. Donc super, merci. On a présenté le film dans plusieurs villes, dans plusieurs départements, régions, et c'est la première fois qu'on sent un tel dynamisme, au-delà de nous, de notre film bien sûr, qu'on sent un tel dynamisme entre les différentes associations, entre Pride, votre festival, vous, c'est une première pour nous de voir ça, c'est vrai. Bon, c'est bien, et peut-être que le mot de la fin, je me permets de le donner, c'est ce que disait Jérémy précédemment, c'est que toutes ces expériences, les festivals, les marches de fierté, les villages associatifs, etc., ce n'est pas que aux militants LGBT, c'est la place de tous. Et donc tant mieux si par exemple le film circule un peu partout en Haute-Garonne, voilà. On sera ravis, vraiment. C'est ça, de toute façon, ça concourt. En tout cas, donc, merci Hakim, merci Baptiste, merci Anne-Catherine, et merci Jérémy, et merci à tous. Merci à toi. Merci Jean-Luc. Merci au conseil départemental.